Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous parler de l'effet Doppler. C'est une des propriétés des ondes, qu'elles soient mécaniques ou électromagnétiques. L'effet Doppler est un phénomène que nous connaissons tous très bien. Lorsqu'une voiture passe dans la rue, le bruit du moteur est plus aigu lorsqu'elle s'approche et plus grave lorsqu'elle s'éloigne. Cet effet a été découvert par le physicien allemand Johann Christian Doppler dans les années 1840. Et Doppler a inventé une manipulation qui lui a permis de vérifier sa prédiction, son effet. Il a embarqué une quinzaine de trompettistes sur un train qu'il a fait circuler devant une foule d'observateurs. Et effectivement, le signal de la trompette, le signal sonore de la trompette était plus aigu quand le train est arrivé et semblait plus grave quand le train s'est éloigné. Le physicien français Armand Fizeau a un petit peu plus tard montré que le même phénomène Doppler existait pour les ondes non pas mécaniques, non pas pour le son, mais pour les ondes électromagnétiques. Alors on va faire un tout petit peu de théorie, sachant que dans votre programme il y en a très très peu. Vous devez simplement savoir que lorsqu'on a un émetteur et un récepteur qui se déplacent l'un par rapport à l'autre, l'onde, la fréquence qui est reçue, qui est perçue par le récepteur est différente de celle qui est émise par l'émetteur. Vous devez vous souvenir que lorsque l'émetteur et le récepteur s'éloignent relativement l'un par rapport à l'autre, le son paraît plus grave, et qu'au contraire, lorsque le récepteur et l'émetteur se rapprochent l'un par rapport à l'autre, le son paraît plus aigu. C'est tout ce que vous devez connaître. Après, vous trouverez dans vos exercices des formules qui sont toutes dérivées de celle-là. Cette formule n'est pas à connaître. Ça, c'est la fréquence perçue, la fréquence reçue par le récepteur. Ça, c'est la fréquence émise. Ça, c'est la vitesse de déplacement, la vitesse de propagation de l'onde, donc 340 mètres pour le son, par exemple, et 3 10 puissance 8 mètres par seconde pour une onde électromagnétique. Ça, c'est la vitesse du récepteur, et ça, c'est la vitesse de l'émetteur. Et selon les situations, on va avoir des formules qui vont dévier, qui vont dériver de la première, et qu'on aura appliquées dans nos exercices. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène Doppler? On a ici une petite simulation avec un émetteur et un récepteur. Pour l'instant, l'émetteur est immobile, le récepteur est immobile. On a le signal qui est émis par l'émetteur, et les bips correspondent au moment où le récepteur reçoit ces signaux. La période et donc la fréquence pour le signal émis est égale à la période et la fréquence pour le signal reçu. Donc si on a un son à 440 Hz qui est émis, la fréquence reçue sera aussi à 440 Hz. Alors on va modifier légèrement le dispositif, on va faire avancer l'émetteur vers le récepteur. Donc cette fois-ci, on a l'émetteur qui avance, et on s'aperçoit que les ondes se propagent toujours de façon circulaire, mais comme le récepteur avance avec l'onde, ici on a une longueur d'onde qui est plus petite que celle qu'on a derrière. Et si on regarde ce qui se passe sur l'enregistrement, on voit qu'il y a une légère différence sur la période de l'émetteur, donc sa fréquence, et la période de la réception. On va refaire la simulation. On va repositionner notre émetteur. On va lui donner une vitesse un peu plus importante. Et on recommence. Donc tant qu'on s'approche, la fréquence est plus élevée. Mais à partir du moment où on s'éloigne, la fréquence est plus faible, donc le son est plus grave. Alors ce phénomène, on l'observe évidemment quand l'émetteur se déplace par rapport au récepteur, mais on peut aussi observer le même phénomène quand c'est par exemple l'émetteur qui est immobile et quand c'est le récepteur qui se déplace. Là, le récepteur va se déplacer vers l'arrière, donc le son va être plus grave parce que émetteur et récepteur s'écartent l'un de l'autre. C'est trop éloigné.
Donc on a ici une autre simulation où on va pouvoir mettre en mouvement un émetteur par rapport à un récepteur. Sur les oscillogrammes qu'on a ici, on voit la fréquence de l'émetteur, la fréquence du récepteur, ce sont les mêmes. Mais si on rapproche l'émetteur du récepteur, on voit que la fréquence a changé. Et au contraire, eh bien, lorsqu'on l'éloigne, on va voir que la fréquence va augmenter. Ce qui est le cas ici. Donc lorsqu'on se rapproche, la fréquence augmente. Au contraire, lorsqu'on s'éloigne, la fréquence diminue. Alors évidemment, cet effet Doppler-Fizeau, il va avoir plein d'applications. Par exemple, pour la mesure de la vitesse des véhicules, le fonctionnement du radar est expliqué dans cette courte vidéo. Les radars routiers, qu'ils soient fixes ou mobiles, permettent aux forces de l'ordre de connaître avec exactitude la vitesse des véhicules. Le radar émet une onde électromagnétique, en l'occurrence une onde radio, et détecte l'écho de cette onde. Si un objet se trouve dans le champ d'émission, il reflètera l'onde et... Alors, moi j'aurais plutôt dit, il réfléchit et pas reflète, mais c'est pas grave. Le radar détectera l'onde reflétée. C'est en analysant et en comparant cette onde à celle émise que le radar détermine la vitesse grâce à l'effet Doppler-Fizeau. Si l'objet s'approche du radar, la fréquence de l'onde retour est plus élevée. Si l'objet s'éloigne, la fréquence de l'onde retour est plus basse. La différence de fréquence permet même de calculer précisément la vitesse. Si la vitesse est trop élevée, elle déclenche l'appareil photo qui prend un cliché du véhicule. Il existe aussi des applications en médecine, comme cette échographie Doppler dont on va nous dire quelques mots. En exploration cardiovasculaire, l'émetteur est fixe. Alors cet émetteur est un émetteur d'ultrasons qui sont émis en direction d'une veine. C'est encore le cristal piézoélectrique. Le récepteur est mobile. Ce sont les globules rouges sanguins qui expriment bien entendu la vitesse circulatoire. Le transducteur émet sur une ligne de tir, dans une fente choisie, un ultrason. Celui-ci, lorsqu'il rencontre des globules rouges en déplacement, est réfléchi avec une fréquence différente de l'onde incidente. Le transducteur devient récepteur du faisceau réfléchi. Comme les fréquences incidentes et réfléchies restent dans la zone des ultrasons, ils ne sont audibles ni l'un ni l'autre. L'ordinateur, couplé au système, émet un son de fréquence égale à la différence entre les fréquences incidentes et réfléchies. Et cette fréquence se situe dans la zone audible de l'oreille humaine. Cette différence de fréquence est directement proportionnelle à la vitesse circulatoire, à tel point que l'on parle souvent de vitesse et non de fréquence. Mais cet effet Doppler-Fizeau a aussi des applications en astronomie. On nous explique dans cette vidéo comment le physicien Hubble a montré que les étoiles s'éloignaient les unes des autres et que notre univers était en expansion. Comme le son, la lumière est une onde. La densité des vagues de l'onde lumineuse est perçue par l'œil comme une couleur. Des vagues espacées donnent une couleur rouge. Lorsque les vagues deviennent plus denses, les couleurs de l'arc-en-ciel défilent jusqu'au bleu et au violet. Si la densité des vagues est en dehors de cette plage de couleurs, la lumière n'est plus visible, ce sont des rayons infrarouges ou, à l'opposé, des ultraviolets. Quand un point lumineux se déplace, comme pour le son, l'effet Doppler apparaît. La densité des vagues est plus importante devant le point que derrière. Pour un observateur immobile, le point lumineux bleuit en s'approchant et rougit en s'éloignant. En 1929, le physicien Hubble a mesuré l'effet Doppler des étoiles lointaines. On imaginait à l'époque que les étoiles se rapprochaient ou s'éloignaient de nous un peu au hasard. Hubble s'attendait donc à trouver un mélange à peu près équitable d'étoiles rouges et bleues. Mais ce qu'il a mesuré, c'est que quasiment toutes les étoiles tiraient sur le rouge. Il venait de découvrir que tout l'univers s'éloignait de la Terre. Vous vous souvenez probablement des spectres de raies. Ici, c'est un spectre de raies d'absorption, et qui sont caractéristiques des éléments chimiques. Si on s'intéresse par exemple au spectre d'un élément chimique très abondant dans l'univers, qui est par exemple l'hydrogène,
Voilà quel serait par exemple le spectre de l'hydrogène tel qu'on l'observe sur des étoiles proches, par exemple sur le Soleil, ou sur les étoiles qui sont les plus proches de nous, Proxima du Centaure par exemple. Donc ça c'est le spectre caractéristique de l'hydrogène, avec des raies pour lesquelles on peut parfaitement mesurer la longueur d'onde. Par exemple ici, on a une raie assez large au niveau de 400 nanomètres. Si on regarde des étoiles proches de nous, et un peu plus lointaines, de plus en plus, alors sur des galaxies un peu plus proches de nous, des galaxies un peu plus lointaines et des galaxies très très lointaines, on s'aperçoit que cette raie caractéristique de l'hydrogène ainsi que tout le spectre est décalé sur la droite. Comment on peut interpréter ça? On a un émetteur et un récepteur qui s'éloignent, donc la fréquence reçue par le récepteur est plus faible, mais comme la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde, la longueur d'onde augmente. Donc lorsque l'étoile s'éloigne, la longueur d'onde augmente et on a ce décalage vers le rouge qui s'appelle le redshift. Et Hubble donc s'aperçoit que plus on s'éloigne, plus ce décalage est important, donc plus la vitesse est grande. Plus on s'éloigne dans l'univers, plus la vitesse est grande. Évidemment, il existe un phénomène qui est inverse. Lorsqu'une étoile se rapproche de nous, là, au contraire, on va avoir un décalage des raies vers le bleu, un blue shift. Dans la petite animation qui est présentée ici, on nous explique comment on peut détecter des exoplanètes en mesurant les vitesses radiales. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un système solaire qui est constitué d'une étoile avec une planète. Et le système solaire tourne autour de son centre de gravité. Et le centre de gravité, si la planète est suffisamment lourde, ce centre de gravité se trouve entre le Soleil et la planète. Donc en fait, le Soleil tourne autour du centre de gravité de son système solaire. Et de ce fait, par rapport à l'observateur qui se trouve là, par moment il s'en rapproche, et par moment il s'en éloigne. Si on observe le spectre, par exemple le spectre de l'hydrogène, on s'aperçoit que par rapport à la valeur normale, qui est représentée ici par les petits traits bleus, on s'aperçoit qu'on a de temps en temps un décalage vers le rouge, de temps en temps un décalage vers le bleu. Ce décalage vers le rouge lorsque le Soleil s'éloigne, et au contraire lorsqu'il se rapproche, un décalage vers le bleu. On s'éloigne, ça décale vers le rouge, on s'approche, ça décale vers le bleu. En fonction de ce décalage, on peut assez facilement déterminer la vitesse avec laquelle l'étoile soit s'éloigne, soit se rapproche de nous. Et on s'aperçoit qu'on a un tracé qui a une forme à peu près sinusoïdale. Connaissant la nature de ce Soleil, son type, on peut, connaissant ce tracé, déterminer les caractéristiques de la planète qui l'accompagne, sa masse et sa distance. Et pour finir, je vous propose un petit exercice. Il s'agit d'une voiture rouge, dont la longueur d'onde est de à peu près 600 nanomètres, qui klaxonne. Le klaxon a une fréquence de 500 Hz, et cette voiture rouge s'éloigne d'un observateur humain à la vitesse de 120 km à l'heure. On rappelle que la célérité du son, c'est 340 mètres par seconde dans l'air, et que la célérité de la lumière, c'est 3 puissance 8 mètres par seconde dans l'air. On donne l'expression qui nous permet de calculer la fréquence reçue par le personnage qui se trouve sur le bord de la route, en fonction de la fréquence émise par la voiture, elle est égale à C, la célérité de l'onde, que divise la somme de la célérité de l'onde et de la vitesse de l'émetteur. Donc ici, la vitesse de la voiture. Petit schéma de ce qui se passe. L'observateur, le récepteur, la voiture, la vitesse de la voiture qui s'écarte de l'observateur, et c'est la vitesse à laquelle l'onde se propage. On vous demande de rappeler la relation entre C lambda et F, et de déduire l'expression de lambda E sur lambda R, à partir de celle-ci. Quelle est la fréquence FR perçue par l'observateur pour le son? La différence est-elle significative? Quelle est la longueur d'onde L lambda R reçue par l'observateur pour la lumière? La différence est-elle significative?
Autrement dit, quelle est la couleur de la voiture, s'il y a une différence de couleur. Et quatrième partie, à quelle vitesse la voiture devient-elle invisible pour l'observateur? On peut mettre la vidéo sur pause pour répondre à ces questions. Alors tout d'abord, on se souvient que la vitesse de propagation, c'est lambda sur la période, c'est donc lambda fois la fréquence. Donc la fréquence, c'est c sur lambda. Autrement dit, ici, la fréquence de l'émetteur, c'est c sur lambda e, et la fréquence du récepteur, c'est c sur lambda r. La vitesse de propagation de l'onde n'est pas modifiée par la réflexion ou par la vitesse de l'émetteur et du récepteur. Autrement dit, fr sur fe est égal à c sur c plus v, devient la chose suivante. fr sur fe, je remplace fr par c sur lambda, fe par c sur lambda e. Au final, ça me donne lambda e sur lambda r, qui est égal à c sur c plus v. Autrement dit encore, lambda r sur lambda e est égal à c plus v sur c. Pour le son, on va appliquer cette formule qui nous dit que fr sur fe est égal à c que divise c plus v. Autrement dit, fr est égal à fe fois c que divise c plus v. Application numérique, la fréquence de son émis 500 Hz, la vitesse de propagation 340, la vitesse de la voiture 120 mètres par seconde qu'il faut bien sûr convertir, 120 km/h pardon, qu'il faut bien sûr convertir en mètres par seconde en divisant par 3,6, et on obtient au final 450 Hz. C'est-à-dire que la fréquence perçue est plus faible que la fréquence émise. C'est normal, l'émetteur et la source s'éloignent. Et la différence, elle est sensible. Elle vaut à peu près 10%, 50 Hz, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible pour notre oreille. Pour la lumière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette fois-ci, on va raisonner avec les longueurs d'onde. La longueur d'onde reçue, c'est la longueur d'onde émise que multiplie c plus v que divise c. Donc je prends la longueur d'onde émise, c'est-à-dire 600 nanomètres, c'est la couleur rouge de la voiture, que multiplie c, la vitesse, cette fois-ci, de la lumière, plus v, la vitesse du véhicule, que divise la vitesse de la lumière, et j'obtiens, si je vais chercher dans les décimales, 600,00007 nanomètres. Alors, deux conséquences. La première conséquence est de dire qu'il y a un décalage vers le rouge. Normal. L'émetteur s'éloigne du récepteur. Donc la fréquence est plus basse, et donc la longueur d'onde est plus grande. C'est ce qu'on appelle un redshift. Mais cette différence est extrêmement peu sensible. Et à l'œil, on va rien voir. On ne va pas voir du tout de différence entre le rouge des 600 nanomètres et le rouge du 600,00007 nanomètres. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que, d'une façon théorique, on a un redshift, donc la voiture a un rouge de plus en plus rouge, enfin un rouge qui va vers les infrarouges. La dernière partie, pour pouvoir y répondre, il faut bien comprendre ça, qu'on se décale vers les infrarouges. Eh bien, à quel moment cette voiture ne sera plus visible? Eh bien, quand on sera passé de 600 nanomètres à 800 nanomètres, c'est-à-dire que quand lambda R deviendra égal à 800 nanomètres, qui est la limite du spectre visible. Alors, puisque lambda R sur lambda est égal à C plus V sur C, bah, ça nous donne C plus V est égal à C fois lambda R sur lambda E. Et C, et V au final est égal à C fois lambda R sur lambda E moins 1. On peut faire l'application numérique. 800 nanomètres, 600 nanomètres, c'est la longueur d'onde du rouge de la voiture, c'est la longueur d'onde de la lumière qu'on aimerait bien recevoir pour plus la voir, et on obtient à peu près un tiers de la vitesse de la lumière. Ce qui est considérable. Donc bien sûr, il y a deux obstacles pour faire cette manipulation et pour essayer de vérifier ce résultat. Le premier obstacle, c'est que c'est pas facile d'avoir une voiture qui roule à un tiers de la vitesse de la lumière. On n'en est pas encore là. Puis un deuxième obstacle, c'est que lorsqu'on arrive à des vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière, on a des effets qu'on appelle des effets relativistes, qu'a décrit Albert Einstein, dont on parlera un tout petit peu plus tard dans le programme. Merci pour votre attention.